Les autorités chinoises ont-elles réussi à empêcher la propagation de ce virus dans le monde ? Alors, d'une part, ce ne sont pas que les autorités chinoises qui doivent agir pour empêcher la propagation du virus dans le monde, parce que c'est l'affaire de tous. Et donc, il est nécessaire, indispensable, d'avoir une coopération entre la Chine et les autres pays. Et on peut voir d'ailleurs que là, la coopération, elle est efficace. Tout le monde coopère. Il n'y a plus de rivalité géopolitique parce que tout le monde est embarqué dans le même bateau. Et si le virus se propageait, eh bien, ce ne serait pas seulement la Chine qui serait atteinte, mais du fait de la globalisation des échanges, tous les pays le seraient. La Chine, elle, doit agir, puisque le virus est né chez elle, de façon nationale. Et on peut dire que les mesures ont été prises de façon extrêmement drastique, puisque le fait de mettre sous confinement les villes qui ont été mises, c'est un peu comme si en France, par exemple, la veille de Noël, puisque tout ceci s'est passé à la veille du Nouvel An chinois, c'est comme si en France, la veille de Noël, on disait qu'il est impossible de sortir et d'entrer dans Paris, Lyon et Marseille. Donc c'est quelque chose... Alors il faut bien sûr tout le pouvoir de la Chine pour faire ça, tout le pouvoir des autorités chinoises, tout le niveau d'obéissance des Chinois, parce que on voit mal dans quel autre pays un tel ordre serait possible et surtout serait exécuté. Donc la Chine fait le maximum pour que le virus ne se répande pas en Chine d'une part, et puis dans le monde, il y va de sa réputation. La réputation du Parti communiste chinois à l'égard de sa population, puisqu'il est redevable devant la population pour ce qui est de la santé publique. Et là, si les Chinois ne contestent pas trop le Parti communiste, si la santé publique pouvait être mise en cause, ça serait tout à fait différent, surtout dans un pays où la règle de l'enfant unique a rendu chaque vie plus importante encore. Et puis réputation internationale, il y avait quand même une difficulté pour les l'épidémie de SRAS, où on considère que trop longtemps la Chine a caché la vérité, que donc a finalement rendu plus difficile la lutte contre la pandémie. Cette fois-ci, la Chine veut montrer qu'au niveau international, c'est un pays responsable sur lequel on peut compter. Ne sommes-nous pas en train d'exagérer la puissance du virus comme pour Ebola ? Bien sûr, si ce virus est enrayé, on va dire que l'on a paniqué inutilement et qu'on a affolé pour rien les gens. Mais il ne faut pas oublier quand même que le virus Ebola a fait 12 500 victimes et que si les mesures urgentes et fortes n'avaient pas été prises, ce virus aurait fait des centaines de milliers de victimes. Il n'est jamais trop tôt pour agir et on n'agit jamais de façon insuffisante par rapport aux grandes menaces de ces virus qui peuvent se répandre très rapidement et très massivement du fait de la globalisation, du fait des déplacements de masse qui sont aujourd'hui dans le monde contemporain. Eh bien, il faut agir vite. Alors bien sûr, après on dira finalement était-ce la peine ? On se rappelle que l'achat par le gouvernement de nombre de vaccins pendant l'épidémie de NH1N1 avait été critiqué, mais s'il n'y avait pas eu cet achat massif de vaccins, on l'aurait critiqué. Une fois encore, le principe de précaution doit s'appliquer et il vaut mieux prendre des précautions inutiles que d'être confronté à une pandémie complètement incontrôlable. Je me demande si ce virus n'est pas utilisé par un pays ennemi de la Chine comme arme pour stopper sa montée en puissance. Alors bien sûr, il y a toujours le soupçon qui doit circuler sur les réseaux sociaux du fait des relations très difficiles, pour ne pas dire hostiles, entre les États-Unis et la Chine. Eh bien, on pourrait soupçonner les États-Unis d'avoir introduit ce virus. Comme toujours, dans ce type de rumeur, qui à mon avis est fausse, il y a toujours un élément qui permet de cela. On se rappelle que pendant la guerre du Vietnam, les Américains ont utilisé l'agent orange pour répandre des armes chimiques au Vietnam. Et puis, il y avait l'utilisation des armes biologiques pendant la conquête de l'Amérique latine par les conquistadors. Donc dans le passé, on a utilisé ce type d'armes biologiques et il y a une convention internationale qui interdit justement l'usage des armes biologiques. Là où on peut, d'un point de vue rationnel, écarter cette hypothèse, c'est que les Américains seraient pris à leur propre piège s'ils avaient introduit ce virus, parce que si le virus n'est pas contrôlable, c'est eux qui seraient frappés. Ils pourraient affaiblir la Chine, mais ils seraient rattrapés immédiatement. Et puis on arrive toujours à savoir la vérité. Donc non, c'est vraiment un virus qui est né en Chine, comme le virus du SRAS. Les États-Unis y sont pour rien, et par rapport aux théories du complot, il faut savoir qu'il peut y avoir effectivement des luttes d'influence, mais tout résumer à un complot est une erreur qui débouche d'ailleurs sur l'impuissance. Donc là, dans ce cas-là, on peut écarter complètement l'hypothèse d'une action américaine pour nuire à la Chine. Je ne dis pas que les Américains ne veulent pas nuire à la Chine, mais là, ils se nuiraient à eux-mêmes au bout d'un certain temps, et donc ce n'est pas envisageable. Quelles mesures peuvent être prises par l'OMS en matière de coopération en cas d'épidémie ?
On critique souvent les organisations internationales, on critique souvent l'ONU. Il faut rappeler que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, est une institution de l'ONU. Et que là, ça fonctionne parce que tout le monde y a intérêt. Il n'y a pas, le Conseil de sécurité peut être bloqué par des vétos russes ou américains, mais là, c'est l'intérêt de tous que l'épidémie ne se répande pas. Et donc les gens travaillent ensemble, et on voit d'ailleurs que grâce à cette coopération internationale, les grandes pandémies sont nettement moins mortelles qu'auparavant. La peste noire avait rayé de la carte le quart ou presque la moitié de la population européenne et le quart de la population de la Chine au XIVe siècle. La grippe espagnole avait fait près de 100 millions de victimes. Plus près de nous, la grippe asiatique, qui était née à Hong Kong, avait fait entre 1 et 4 millions de morts. Si l'on voit dans la période plus contemporaine, le SRAS, puisque des mesures très rapides ont été prises, n'a fait que 800 morts. Ebola, 12 500 morts. La dernière grande pandémie qui a fait beaucoup de morts, c'est le sida, qui depuis le début des années 80 a fait 28 millions de morts. Donc on voit que l'OMS agit, elle n'a pas un pouvoir de contraindre les États à respecter ses engagements, mais en fait, celui qui ne respecterait pas les préconisations de l'OMS attirerait toutes les critiques sur lui. Et donc l'OMS est très efficace, d'une part parce que ses responsables, les techniciens de la santé, les scientifiques qui y travaillent sont extrêmement compétents. Et quand l'OMS fait des préconisations, tout le monde finalement les respecte parce qu'une fois encore, c'est l'intérêt de tous. L'OMS est un multilatéralisme qui fonctionne parce que chacun a intérêt à suivre les recommandations. C'est évident pour les questions de la santé, ça devrait aussi être évident pour les questions de sécurité collective. Malheureusement, ce n'est pas le cas dans ce dernier domaine.